Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT, que vous portez bien, que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, avec Karl et Nassim, nos consultants favoris, on va parler argent. On va essayer de savoir quel serait, dans les années à venir, le meilleur choix financier pour les futurs combattants français, notamment, qui vont se lancer sur le circuit professionnel à l'international. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur certains propos que j'ai pu tenir. Il y a de ça quelques jours qu'on fait couler pas mal d'eau sous les ponts. Certains propos à propos du classement supposé que je donnais à un certain Cédric Doumbé, à l'UFC, qui, on va dire, désacraliser cette crédibilité de l'UFC, surtout du MMA à l'international. On a une responsabilité, nous les médias. Faut qu'on fasse attention, faut qu'on fasse très attention à ce qu'on dit. Et j'ai pu me retrouver dans plusieurs stories, plusieurs TikTok, comme si j'avais un certain manque de respect vis-à-vis de tout le travail qui avait été fait pour rendre crédible ce sport. Je suis désolé, et j'aimerais revenir sur mes propos et dire qu'il est pas vraiment top 10 UFC. Il est plus top 3, il est pas 3ème. Sur ce, on peut commencer le podcast, les gars. Générique. Yeah, I'm different. They can go the keys and I leave them. And they gotta say what I wish for, but it's too late. With the fall, we the best now, we the go. Est-ce que vous avez remarqué qu'au Cage Warrior, il n'y a plus personne du SBJ Irlande qui combat là-bas? Pourquoi? Parce que John Kavanagh, tout simplement, a décidé de ne plus faire combattre ses combattants là-bas parce que le Cage Warrior ne paye plus assez. Et ne paye pas assez et n'a jamais payé assez, en fait, pour des combats. Et finalement, tu les vois combattre où? Souvent au Bellator. Il y a un arrangement entre Kavanagh et le Bellator qui s'est fait depuis quelques années où finalement Kavanagh met pas mal de monde au Bellator. Et j'ai entendu parler de certaines primes et de certains salaires pour les fights. Ça peut approcher les 100K. En général, il y a des combattants qu'on ne connaît même pas en France parce que, bon, quand tu es un puriste, tu peux les connaître, mais il y a des combattants que tu ne connais pas, qui ne sont pas non plus des superstars, mais qui approchent des 100K en prime de fight. Ah ouais. Voilà. C'est une dinguerie monumentale. Sur ce, les gars, là, on va parler PFL, on va parler UFC, on va parler répartition des revenus pour les fighters. Et bah, pour le coup, est-ce que tu peux nous donner déjà une info, Nassim, sur le pourcentage de l'argent généré par le business qui est reversé aux fighters en fonction des organisations? Ouais, je pense que pas mal d'entre vous, si vous suivez un peu le MMA depuis quelques années, vous avez pu voir ce chiffre qui est apparu il y a quelques mois déjà, c'est que en comparatif avec d'autres organisations dans d'autres sports, l'UFC reverse 13% des revenus générés aux combattants. Donc quand on se dit que l'UFC quand même c'est une grosse part du gâteau dans le business du MMA, qui reverse seulement 13% de leurs revenus générés aux athlètes, on se dit que c'est pas un chiffre énorme. Et on se dit que c'est pas un chiffre énorme en plus de ça quand on compare ce chiffre par exemple à la NBA. La NBA, on est à 50% des revenus générés qui est reversé aux athlètes. Bon, après on sait qu'il y a pas mal de paramètres qui rentrent en jeu, mais c'est là où on se dit que finalement dans le MMA, on est un peu les laissés pour compte quand on est des athlètes de haut niveau en termes de finances. Et ça fait des années qu'on le dit. Et c'est pas pour autant que ça a changé malgré le fait que le business se soit développé, que ce soit démocratisé dans pas mal de pays. En France, le MMA, ça se situe en termes de sport, disons-le, et ça ne tient qu'à moi pour l'instant, ces propos ne tiennent qu'à moi. Mais pour moi, c'est le deuxième sport après le football. On a réussi à hisser le MMA à ce niveau-là. Et pourtant, les finances ne suivent pas aussi en France. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec cette analyse, c'est que le MMA très rapidement, c'est pour moi la deuxième place aussi, quand tu vois l'engouement sur les réseaux sociaux, chez les jeunes, chez les moins jeunes aussi. Aujourd'hui, un événement, on en a parlé dans un autre podcast précédent, comme Baki Doumbé ou Doumbé Zebo, tu vois, ou quand par exemple nos Français vont aller combattre à l'UFC, que ce soit à Paris ou à l'étranger. Notamment en ce moment, un gros buzz Benoît Saint-Denis qui fait une très belle run dans sa catégorie, par exemple. Ou quand Cyril Gane combattait John Jones, ou quand Cyril Gane combattait Ngannou. On a pu voir qu'il y avait des buzz qu'on ne trouvait pas dans les autres sports, à part pour le football, aujourd'hui, en France. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Même si, je ne sais pas, en termes de chiffres, ça dépend quels paramètres on regarde, mais en tout cas, en termes de buzz, c'est clairement le deuxième sport, derrière le football. Ouais. Et même des fois, ça arrive au niveau du football, hein, sur niveau buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias en général. Et donc, c'est vrai que quand tu compares, on va dire si on fait une moyenne de ce que touchent nos Français sur l'année en MMA,
par rapport à ce que touchent nos footballeurs français sur l'année, il y a un gap énorme. Voilà. Il y a C'est un ça. écart énorme. Et après, voilà, il y a l'excuse de c'est un sport récent, on doit laisser le temps aux institutions, que ce soit public ou privé, de se mettre en place, le temps voilà, faire les choses bien. Mais bon, c'est vrai que le gap, il n'est pas forcément toujours expliqué, factuellement. Ouais, mais moi après, je vais te dire un truc, c'est que je pense que c'est ancré dans ce sport et que c'est aux athlètes de faire bouger les choses. Parce que quand tu viens de parler des fois, enfin, tu viens de parler de certains combats qui ont fait un buzz énorme, de certains combattants qui ont fait un buzz énorme. Moi, il me semble avoir déjà vu une interview de Benoît Saint-Denis à quelques fights parler des primes de l'UFC et du fait que c'était compliqué, que tu rentres pas dans tes frais finalement, même quand tu es à l'UFC au début. Tu rentres pas dans tes frais et c'est ça qui est complexe à comprendre, c'est que tu es vraiment dans le haut du panier, tu es un top level. T'es un combattant qui représente pas mal de choses, qui est pas mal suivi. Et finalement, à ce moment-là, son interview, je m'en souviens, je pense qu'on retrouvera un peu les rushs. C'est qu'il dit que tu ne peux pas forcément rentrer dans tous tes frais. Et que c'est bien les bonus, ça te permet de rentrer dans les frais, hein, mais t'es pas obligé dans la soirée de te prendre le bonus de la soirée, tu vois. Si tu le prends pas, tu peux ne pas y rentrer. Et là, on parle de l'UFC. On peut parler d'autres organisations mondiales, on peut parler du PFL. Le PFL arrive à Paris. Et moi, j'ai entendu des primes, j'ai entendu des négociations. Et je sais qu'il y aura des gens qui vont prendre 3 000 euros pour ce genre de soirée à Bercy. C'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme quand tu dis 3 000 euros parce que là, on voit que le gap, la disparité entre le plus petit salaire C'est ça. et les plus gros salaires dont on entend parler, Cédric Doumbé, totalement mérité, hein, Ouais. totalement justifié. Baki, totalement mérité, totalement justifié. On voit que ça, c'est des choses qui n'arrivent pas forcément. Ça se rapproche, mais à l'UFC, par exemple, c'est du 10K. C'est ça, il y a un minimum à l'UFC, c'est du 10 plus 10. Tout le monde le sait. Mais même quand tu es à l'UFC que tu prends 10 plus 10 sur une grande prépa, c'est dur. C'est très, très dur. Très dur. Et moi, quand tu me parles de ça, parce que là, on va rentrer en détail vraiment, surtout toi, hein, ce que Ouais. c'est que d'être rémunéré de genre on va dire de somme, Mhm. avoir à payer tout ça, on va entrer en plus en détail dans ce que les combattants ont à payer lorsqu'ils sont rémunérés de telle somme. Quand tu me parles de 3K au PFL sur un très gros événement, on va dire, à l'échelle européenne et notamment à Paris, pour moi, ça me semble complètement dérisoire Ouais. et même limite scandaleux. J'ai envie de te dire que, ouais, à mon sens, c'est pas assez payé. C'est pas cher payé, je le dis. Après, il y a aussi ce truc, on va dire qu'il y a plusieurs casquettes à aborder. Bien sûr, Tu vois, on va pas jeter Là- la pierre comme ça. c'est la casquette du combattant qui combat parce qu'il aime combattre. Et quand on lui propose un Bercy chez lui, je pense, pour 3 000 euros, et qui se dit oui, c'est une belle opportunité, en plus c'est le PFL, c'est le combattant, l'âme du combattant qui va pour combattre et pour justement faire cet événement. L'aspect financier sort de l'équation. Sauf que je pense qu'on devrait ne plus laisser l'aspect financier sortir de cette équation. C'est une part importante, c'est majeur d'être rémunéré comme il se doit, je pense. Enfin, j'en suis sûr même. Et je pense que après avoir fait l'événement, que ce soit bien passé ou pas, en général, hein, là je parle pour le PFL Bercy, si tu fais les comptes, une prépa pour le PFL, je pense que c'est plus de 3 000 euros. C'est ça le truc. C'est ce qu'on arrive à équilibrer. C'est C'est ça. c'est là le Voilà. problème. C'est ça, et souvent les gens qui suivent le MMA de près ou de loin, en tant que fan, en tant que spectateur, ils prennent pas forcément cet aspect-là en compte, c'est-à-dire qu'ils vont regarder le salaire qui va arriver, Ouais. la prime qui va arriver suite au combat, mais ils vont pas prendre en compte toutes ces dépenses. Après aussi, toutes ces dépenses, qu'elles soient principales, annexes du combattant, pour arriver à ce combat. C'est-à-dire le combattant aujourd'hui, il a plusieurs coachs dans différentes disciplines. Ça peut être le coach de la prépa physique, ça peut être, des fois il y en a, ils vont même plus loin, tu vois, ils ont des préparateurs mentaux, ils ont des kinés, ils ont des médecins à leur charge, ils ont ils ont leur team aussi de MMA. Et tout ça additionné, ça commence à faire pas mal, ça fait beaucoup. C'est ça. Plus le manager. Voilà, c'est ça. Et donc toutes ces dépenses cumulées,
C'est vrai que même à l'UFC, comme on disait, le 10 000 ou 12 000, je sais pas, plus 10 000, Ouais. c'est compliqué. Ça, on arrive vite à... C'est pas si rentable que ça. Voilà, c'est pas si rentable que ça au final. Donc, c'est ça. Faut toujours voir en termes d'entrée-sortie ce qui te reste à la fin. Exactement. Exactement. Et c'est là où moi, ça me dérange un peu parce que en termes de répartition de pourcentage, ça génère quand même de l'argent. Par exemple, une organisation comme le PFL que je vois fait des très belles choses, ou comme on peut parler de Ares ou autre, en termes de rentabilité, on voit que là, il y a certains changements économiques qui s'opèrent. Notamment, on a pu voir que c'était complètement différent le début d'Ares à aujourd'hui et que je ne veux pas dire la phrase où va l'argent, j'ai pas envie de dire ça, mais j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire et quels sont les leviers pour les combattants possiblement pour augmenter le pourcentage qui peut retomber dans leur poche. On voit qu'il y a des combattants qui aujourd'hui comme Paul Dena, je mentionne un combattant comme lui parce que lui c'est un exemple type du combattant qui a réussi à se marketer magnifiquement. Il y a des chiffres qui ont circulé en off, dont je ne citerai pas, je ne nommerai pas ces chiffres. On voit que lui, il se met plutôt bien entre guillemets. Qu'est-ce que les combattants pourraient faire de MMA pour avoir aussi augmenter leur pourcentage et pas rester enclavés dans ce 3K assez violent selon moi au PFL et dans d'autres organisations françaises. Tu fais bien de citer Paul parce que Paul, moi, quand tu le cites et quand tu vois que sa façon de, comme tu dis, de se marketer, de communiquer, de se mettre en avant sur ses réseaux sociaux, moi, il y a un autre combattant avant lui qui faisait ça très bien, c'est Morgan Charrière aussi, par exemple, qui a su faire ça plutôt. Voilà, il est arrivé dans ce game plutôt que Paul, mais Paul a fait la même chose, a bien suivi. Et donc, on a déjà un premier élément de réponse, un premier vecteur pour se mettre en avant et commencer à, on va dire, se vendre auprès des organisations, avoir des meilleures primes, c'est les réseaux sociaux, c'est le marketing, voilà, autour de la création de contenu et des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, Morgan et Paul, qui est une génération après, ils ont très bien su faire ça. Donc ça, c'est un premier vecteur. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas d'autres vecteurs aussi possibles pour les combattants? C'est ça la question aussi qu'on se pose. Moi, on va reparler un peu de l'UFC, mais après, je vais reparler de Paul et de Morgan parce que je les connais bien. Et je les côtoie tous les jours, tu vois. Mais tu vois, par exemple, l'UFC, ils ont mis un salaire minimum à 10 plus 10. Je pense que ce qu'il faut pour les organisations en France ou même, je sais pas moi, créer, ou je sais pas si on peut le faire avec la fédération ou quoi, mais un salaire minimum pour un combattant. Tu vois, un SMIC du combattant. Mais genre un SMIC, un minimum de, je sais pas, je vais dire ça au hasard, 2000 euros, plus la prime de je ne sais pas combien. Et en fonction des organisations, on augmente le levier, tu vois. Mais au-delà de ça, moi je te parle de ça pour les petites organisations et pour par exemple les débuts pro, 2000 euros. Parce que je peux te dire qu'il y a des primes qui sont inférieures à 2000 euros et c'est pas normal et tu rentres pas dans tes frais quand tu prends moins de 2005, je te le dis. Tu rentres pas du tout dans tes frais, c'est impossible. Et donc les paramètres que tu disais justement, les réseaux sociaux, la création de contenu, tout ça, c'est vrai qu'on l'avait vu premièrement avec Morgan, qui l'a très bien fait et qui justement est très bon là-dedans. Et il y a d'autres facteurs qu'on a vu aussi, c'est qu'il s'est pris pas mal de haine de la part de beaucoup de monde. On a essayé de le discréditer, tout ça, et je pense que ça a été un truc le pauvre, qui a dû le toucher, et moi je pense que ça l'a touché, on l'a vu aussi sur le reportage de Brut, c'est que il a été précurseur là-dessus, qu'il a proposé de belles choses, et pour connaître Morgan, c'est un mec qui a un niveau incroyable, qui est très bon, et le fait qu'il soit un peu plus connu sur les réseaux, ça a été un des premiers mecs qu'on a voulu discréditer en mode c'est un mec des réseaux, sauf que c'est un combattant avant tout. Et Paul, pareil, Paul que je côtoie, que je vois depuis un petit moment, Paul, pareil, c'est un combattant, c'est un travailleur acharné, et avant d'exploser sur les réseaux sociaux, je le voyais s'entraîner, il nous a suivis, nous, avec Johnny, Morgan, tout ça, on s'est toujours entraînés tous ensemble, là, depuis quelques mois. Et pareil, c'est que c'est une plus-value derrière les réseaux sociaux, mais c'est une plus-value qui rentre à la fois sur les sponsors, à la fois sur les organisations. Et en fait, on te voit comme un produit marketing, comme une potentielle cible pour des gens qui te suivent, qui vont acheter et qui vont dépenser en ton nom. C'est vrai que ça se joue, mais je pense que installer un minimum pour certains combattants ou pour certains combats, c'est intéressant aussi.
Quand tu parles d'installer un minimum, on va dire salarial, est-ce que tu sous-entends une certaine récurrence ou juste durant les événements? Moi, Parce que là, je parle, je sais très bien, Non, mais je moi, parle, je je te parle dis- pour comme si j'étais grand public, je connais rien du tout au MMA Non. et là, je vais entrer dans la tête d'un combattant. Voilà, ok. Bah, écoute, moi, je te parle d'un minimum pour un combat. Très Parce bien. que, disons-le, on peut proposer à des combattants moins de 1 000 euros En France. en France. Donc toi, tu as déjà été témoin de combattants qui se voient proposer moins de 1 000 euros pour un combat. Alors, moins de 1 000 euros. Avant que tu répondes, avant que tu répondes, parce que là, Je vais te donner la somme, avant que tu répondes, moins de 1 000 euros, quel est le statut du combattant en France? Quel est le statut juridique? Qu'est-ce qu'il doit payer? Des impôts? Combien de pourcents? C'est Bien quoi? sûr, le combattant, quand il reçoit sa proposition de, imaginons, 500 plus 500, tu vois, genre, ça existe. D'accord, 500 euros plus 500 euros. Oui. Ok, on parle de cette base-là. C'est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit payer? Comment est-ce qu'il a des coachs à payer? Des impôts? Derrière, Comment ça se passe? Il a potentiellement 10% avec son manager ou quoi. En général, les managers, si c'est pour 50 euros, ils vont te dire, bon, c'est pas la peine quand tu vas grandir, ok. Donc, on va passer cette étape du manager. En général, Très bien. je pense que la plupart des managers français doivent se situer dans ce truc où si tu as un combattant, il est très jeune, on lui dit 500 plus 500, tu prends pas ton billet sur le truc, tu te dis il va grandir, il générera plus d'argent plus tard et Ouais. on va le faire grandir et à ce moment-là, peut-être que ça apportera, tu vois. Mais dans une autre optique, tu gagnes ton combat. On va dire que tu pars sur 1 000 euros, comme ça on D'accord. a un chiffre de 1 000 euros. Tu vas payer 22% parce que tu fais une facture. Donc, Tu alors, fais une facture, tu dois faire une micro-entreprise. Tu vas facturer à l'organisation. Donc derrière, tu as ton 22% qui part. Derrière, on va dire, disons-le, si tu es quelqu'un de sérieux, tu fais de la prépa physique, tu payes ta salle, tu payes peut-être un abonnement dans une salle pour la prépa physique. On va dire, allez, c'est 30 par mois, c'est à l'année, mais on va pas le compter. Mais moi, ce que je trouve qui coûte très cher, ouais. c'est premièrement l'alimentation. Mhm. L'alimentation, quand tu es un athlète et que tu veux performer, il faut que tu manges clean. Une bonne alimentation, ça a forcément un coût. Les entraînements. En général, tu vas t'entraîner dans une team, mais tu peux t'entraîner un peu ailleurs, à droite, à gauche. Et ça, tu vas pas aller, il n'y a pas de gratuité. Hein, on est tous gentils, mais il n'y a pas de gratuité là-dessus. Quand tu dis qu'il n'y a pas de gratuité, c'est ces entraînements que tu vas faire ailleurs, tu vas payer cette salle où tu vas aller En t'entraîner. général, soit tu y vas juste pour t'entraîner comme ça, une fois tous les 10 du mois, et là, dans ce cas-là, tu payes pas. Mais si tu prends l'année, bien sûr que tu payes. Mais là, déjà, alors, pour un peu poser un palier sur là où on en est, on a parlé d'un combattant hypothétique et ça arrivait qui touche 500 plus 500. C'est-à-dire qu'en cas de victoire, il sort avec 1000 balles en Ouais. brut. 1000 balles en brut, il passe 10%. C'est-à-dire qu'il passe 100 euros à Ouais. son manager. Il lui reste 900. Ensuite, il a payé 220 à l'État parce C'est que ça. c'est les 22%. Il lui reste 680. Avec ces 680-là en net, il lui reste encore des charges à payer. C'est Oui. ça. Il lui reste la question, c'est est-ce que ces 600-là, ils rentabilisent les coûts que sa prépa lui a donné. Imaginons, tu vois, genre le gars, il doit acheter une combinaison de sudation, il doit acheter de la sweat pour le cutting, il doit acheter ses compléments alimentaires, parce qu'en général, quand tu es un début pro ou que on te propose 500 plus 500, c'est que tu n'es pas beaucoup suivi ou c'est que t'as pas énormément non plus de sponsors, tu vois. C'est-à-dire que tout ça, tu rajoutes la complémentation alimentaire, l'alimentation, ce qu'il faut pour le cutting, ce qu'il faut pour le rebond après le cutting, tu vois. Ça, on le voit pas, nous. Quand C'est ça. Personne ne le voit. En tant que consommateur de MMA, lambda, du grand public, on voit pas tous les coûts de cette préparation-là pour les Non. combattants On qui voit rentrent pas dans tout les ça. organisations. On voit pas tout ça et on arrive dans le cas d'aujourd'hui, la grosse majorité des combattants en France, c'est qu'ils sont obligés de faire un job à côté. Ils sont obligés d'avoir un CDI ou un CDD ou je ne sais Ouais. quoi, de l'intérim à côté pour subvenir à tous ces besoins dont parle Nassim depuis tout à l'heure. Exactement. Et c'est ça qui est triste aujourd'hui. C'est que c'est des gens, ils ont presque deux jobs. C'est limite, ils ont leur job à côté pour avoir des revenus. Et un autre job, c'est de s'entraîner tous les jours, des fois avant le combat, 2-3 fois par jour. Et ça, c'est triste, c'est dommage. J'aimerais prendre le cas de... Hier, on a vu... comment il s'appelle
Désolé, j'oublie toujours son nom. Mathieu Leto Mathieu Duclos. Leto, ouais. Mathieu Leto Duclos, hier, il s'est battu contre Fontes, c'est ça? Alexis Fontes. Ouais. Alexis Fontes. Et Fontes, on l'a vu après le combat. On va pas revenir sur l'arrêt. C'est pas le sujet de la vidéo, mais on l'a vu après le combat. Il dit, moi, je vois pas ma famille pour m'entraîner. Je travaille à côté. Je fais du je sais pas combien d'heures par jour. Et c'est triste. Et dans le cas voilà, d'Alexis Fontes, je sais pas combien il a pris pour ce combat, mais il se fait arrêter prématurément au premier round. Voilà. Il perd tout. ça. Voilà. Il perd tout. Tout cet argent, elle va partir dans sa prépa et dans les dépenses dont on a parlé. Et c'est vraiment triste. C'est un très bon cas d'actualité. C'est très triste. Et moi, j'ai une question du coup pour vous, les gars. Parce que là, on critique beaucoup la boxe anglaise. On dit la boxe anglaise, c'est mort. La boxe anglaise, c'est très compliqué aujourd'hui d'être boxeur en France. Hein. C'est Ouais. très, très compliqué. Tu dois forcément avoir un CDI à côté ou autre. Et en même temps, t'entraîner pour des primes qui sont très, très, très compliquées quand t'es pas une superstar. Mhm. Est-ce que le MMA, en fait, c'est pas juste la même chose, mais avec des paillettes et des médias? Je pense que le MMA, c'est un peu la même chose qu'en boxe anglaise. Tu sais, les sports de combat, ça a toujours été des sports où tu es sous-payé. Sauf que le MMA, maintenant, il y a énormément de paillettes, il y a énormément de médias, et c'est un sport qui s'est hissé, on va dire, niveau national, numéro 2, tu vois. On est deuxième après le foot. Sauf qu'un mec qui est en national, il gagne plus qu'un combattant pro de MMA. C'est ça. Si on fait une moyenne sur l'année, t'as des joueurs aujourd'hui qui sont dits semi-pro, des joueurs de foot, Ouais. qui vont toucher largement plus que des combattants dits pro. Et en donc, MMA. moi, j'ai une question. Les gars, parce que, vous savez, moi, j'aime bien aussi parler de géopolitique. J'aime bien parler de géopolitique. Où est-ce qu'il est le trou qui fait qu'il y a de l'eau qui fuite? Où est l'argent? Où est là? Non, mais moi, c'est quoi? C'est qu'en fait, Regarde. en termes d'écosystème, moi, je comprends pas comment ça c'est possible qu'on soit, en termes de métriques médiatiques, deuxième le MMA, du moins, qu'on arrive en tant que deuxième et on voit d'ici 5 ans en étant deuxième, mais qu'il y ait ce genre de problème-là. Le gâteau du MMA, on va faire un comparatif avec l'UFC. Le gâteau de l'UFC, 13% vont aux athlètes. L'UFC, c'est un show. Il y a tout ce qui va à côté, il y a on va dire, l'organisation des événements, il y a les billetteries, il y a le merch, il y a tout ça. Et comment dire, le MMA, on va dire, génère pas mal d'argent. Et en fait, les fighters, eux, ce sont la base de cet argent-là. C'est sur eux qu'on fait l'argent. C'est sur le show, sur ces prestations de combat, et justement ces événements, et des noms, et justement le trash talking, tout cet engouement qu'on peut avoir, tu vois. Et derrière, on va dire que on fait cet argent sur les MMA, sur le dos des combattants de MMA, parce que les combattants de MMA sont plus concentrés, à mon sens, sur justement combattre, gagner et l'aspect martial que sur l'aspect business. Sauf que comme les choses évoluent, il faut aussi se concentrer sur l'aspect business. On le voit, hein, les gens qui sont assez intelligents, qui l'ont compris. Moi, je vais te prendre un exemple très intéressant qu'on a en France. Saladin Parnasse. Mhm. Saladin Parnasse, c'est le boss du game. Très bien. Les gars, il reste au KSW, il va pas à l'UFC. Pourquoi? L'aspect financier, il veut se faire respecter. On se fait respecter comment déjà dans ce game? On se fait respecter en se faisant payer comme il se doit. Et Saladin, il fait quoi? Il se fait payer comme il se doit. En plus de ça, il commence à avoir une communauté qui monte, donc c'est parfait. Il commence à faire du merch, on le voit avec Super Prodige. Il propose des habits, tout ça. Et ça fait partie du business, ça fait partie de l'écosystème, enfin de l'ensemble de ce qui peut se faire dans le gâteau du MMA. Et du coup, il prend une plus grosse part. Et c'est normal. Ce que tu dis, c'est super intéressant. Et là, je vais tout de suite maintenant enfiler ma casquette, soi-disant, de promoteur pour me faire l'avocat du diable. Ouais. En tant qu'organisateur, que ce soit pour le PFL, que ce soit pour Ares, que ce soit pour les Hexagones MMA, j'investis dans un canal de promotion pour les combattants, les mettre en lumière. Et on se rend compte, hein, que ce soit même pour l'AEF, le PEF ou d'autres organisations de MMA qui sont en train de monter, et professionnelles aussi, qui sont en train de monter, qu'il y a certains parfois combattants qui sont payés plus que d'autres, ou même rémunérés pendant que d'autres ne l'étaient pas. Et ça, ce qui était en cause, c'était le fait que ces derniers avaient une certaine médiatisation personnelle qu'ils apportaient en plus à l'organisation. Ouais.
Est-ce que là, en fait, la faute, on peut aussi dire ça, elle vient pas des combattants. Elle vient aussi des combattants. C'est à peu près similaire à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ces combattants qui ont compris qu'il fallait justement rentrer dans ce business et de quelle manière, tu en as plusieurs, soit par la création de contenu, on pense à Morgan, soit comme Salah qui lui fait du maire sur le côté, n'a pas forcément besoin de créer plus de contenu que ça parce que au KSW il est bien payé, ou justement faire parler de soi sur les réseaux sociaux et ça marche. Évidemment, ça ajoute une plus-value à ta valeur. Ça ajoute, ça augmente ton prix aux yeux des organisations, aux yeux des organisateurs et des promoteurs. Après, si moi je mets ma casquette de promoteur, effectivement, j'essaye de rentabiliser un max possible. Parce que finalement, l'objectif d'un promoteur, c'est quoi ? C'est pas de proposer le meilleur show possible à des spectateurs. C'est de proposer un show qui va être à la fois rentable pour lui, qui va lui apporter de l'argent, qui va lui permettre de rentrer dans ses frais et qui va lui permettre de survivre sur la longévité. Et donc de là, moi, un combattant, et là, écoute bien mon raisonnement. Je vais prendre 2 cas de figure. Patrick Abirora, Ouais. à l'AEF ou dans d'autres organisations. Très bankable, qui sait se marketer et dont les performances suivent derrière, les KO. C'est magnifique. Je lui donne un billet en plus par rapport aux autres combattants, entre guillemets, c'est mérité. Tu Ouais. vois ? Un autre combattant qui a un palmarès moins élevé, qui vient de commencer, Pugila, Ouais. par exemple. Pugila qu'on connaît très bien, qu'on salue, le frérot. On salue. Lui, imaginons, dans des datas, parce que quand il a combattu sur ses combats, on a pu voir que en termes de stream, les vues étaient beaucoup, que ce soit sur le Twitch RMC, qu'on salue aussi, c'était beaucoup plus élevé que les autres combattants. Ouais. Pourtant, il commence, mais ça, c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que les gens veulent le voir perdre, et c'est dû à son marketing sur les réseaux sociaux. C'est quand Même même s'il un n'a bon pas, marketing. pas autant de KO, pour moi, un combattant comme ça, et là vous allez dire que je suis extrémiste, il doit être payé, parce que le combattant, lui, l'organisation, ce qu'elle voit, c'est les chiffres. Exactement. Pour moi, il doit être payé pareil. Je dirais pas qu'un Béroin, mais pour moi, il doit être payé pareil en conséquence qu'un combattant qui ramène ces chiffres-là de par ses performances. Lui, il les ramène de par son marketing personnel. Il doit être payé pour moi. Pour moi, il doit être payé. Pour moi, Pugila doit être payé. On peut faire le même parallèle avec un autre combat qui va avoir lieu, c'est Greg MMA contre Ibra TV. Greg MMA contre Ibra TV. Bon, Greg MMA, c'est un parcours un peu spécial. Il était combattant à une époque où justement, alors c'était encore pire que maintenant, Ouais. mais pour se faire payer pour ce que Tu allais, tu ce que donnais tu un rein vivais. pour combattre. Voilà, il tu donnais a un subi. rein. Ouais. Il a subi. Et après, tu t'étais payé, bref, au lance-pierre. Et même, tu n'avais aucune médiatisation en France. Tu étais très mal vu en France. Tu étais une racaille en France avant, quand tu faisais du MMA, à cette époque-là. Bon, bref, après, il a réussi à se créer un personnage sur la chaîne Karaté Bushido qui font du très bon travail. Il a su se créer un rôle, être très à l'aise devant la caméra et faire le show et rapporter de très, très grosses vues et faire des très belles vidéos qui ont vraiment fonctionné de par son personnage. Maintenant, aujourd'hui, Greg MMA, il a plus de 40 ans, je crois, si je ne m'abuse, et c'est si ce n'est le combattant le mieux payé de l'Hexagone MMA. Donc, Je pense que c'est le mieux payé. voilà, donc Et je pense que c'est mérité. Voilà, mais parce que aujourd'hui, il ramène une fanbase qui en a rien à faire du MMA, qui le connaissent lui. Alors, moi, j'ai Et, payé. et Ibra TV, pareil, il va sûrement être mieux payé que les 3/4 des combattants qui vont, qui vont être donc dans la sous-carte ou avant son combat. Et pourtant, Ibra TV, je connais pas dans les détails. Bon, il a fait beaucoup de luttes étant plus jeune, etc. C'est un bon athlète, il a des très bonnes capacités physiques. Mais je crois il a un combat pro maximum. C'est ça. Aujourd'hui. Et du coup, et là, c'est un très beau parallèle que tu as ramené parce que regarde, on va revenir sur Ibra TV, mais moi, je suis allé à l'Hexagone MMA, j'ai payé ma place, j'étais dans les tribunes, etc. Et j'ai vu la foule qui était venue au Greg MMA. Ce mec-là est bankable. Il est bankable. Hein. Greg MMA est bankable. Il est bankable. Alors, je sais pas quel âge il a, je sais pas quel Il a stade 46 ans, je crois. Il a 46 ans, les orgas françaises devraient se battre pour le signer. Non, je Ouais, vous ils dis, l'ont signé à Hexagone, Ah, il fait son 3e combat au Zénith le 2 juin. j'ai vu ça, c'est là, moi j'ai vu la lumière. Hein. Mm. Je suis arrivé, j'ai vu, en plus c'était après ton fight, j'ai vu la lumière Greg MMA, j'ai fait ok d'accord. Oui, là je suis d'accord. Donc, c'est ouais. ça. Donc au final, quand on synthétise un peu tous ces sujets, on en revient à une chose, c'est que en fait, la conclusion c'est quoi ? On tire pas sur les promoteurs. C'est pas une vidéo qui a à but de critiquer les promoteurs. Bah non, surtout pas. En fait, le problème c'est quoi ? C'est by design, c'est par conception, c'est le système qui est comme ça.
les promoteurs, ils jouent le jeu du système qui est comme ça. Les combattants, ils doivent du coup jouer aussi ce jeu-là. Ou on change tout le système et on repart à zéro, on prend un papier blanc, on redessine un nouveau système. Non, Ou aujourd'hui, il faut comprendre, aujourd'hui, en tant que toi, promoteur ou combattant ou qui que ce soit comme acteur du MMA, tu dois comprendre quels leviers vont te permettre d'arriver à tes objectifs et être plus intelligent et voilà, et que les autres. Et c'est ta seule façon. Le système, il est comme ça, tu peux pas le changer aussi facilement. Donc, Ouais. ou tu joues le jeu de ce système-là, ou faut tout changer. Faut remettre à zéro et tout changer. C'est ça. Tu vois, ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. Et moi, je le sais, j'y ai pensé, tu vois. C'est que à un moment donné, je communiquais pas trop. Et finalement, un combattant qui ne communique pas, c'est un combattant qui ne génère rien, tu vois. Moi, j'étais un peu plus à un moment donné dans ma carrière basé sur l'aspect sportif, le combat des gars chauds, allez, let's go. Je m'en fous de la prime de base, hein. C'était ça, moi. Ce qui m'a lancé dans les MMA, c'était pas l'aspect financier. Sauf qu'au final, tu vois, après beaucoup de réflexions, après beaucoup de combats, après des gros combats, des combats engagés de ma part et tout, moi, j'ai eu l'impression de ne pas être respecté. Je sais pourquoi. Parce que je n'ai pas généré comment dire, je n'ai pas généré le même engouement auprès des réseaux sociaux, auprès de tout le monde, auprès de pas mal de choses, qui fait que bah, finalement, on se dit qui est ce mec, c'est cool, il fait des combats, c'est engagé, mais qui est-il? Et du coup, à partir d'un moment, j'ai commencé un peu, tu vois, à essayer de me développer sur les réseaux. J'essaie de le faire petit à petit à ma façon, c'est assez complexe. De temps en temps, j'aime pas trop ça, mais il faut le faire. Et, c'est vrai que c'est aux combattants de faire bouger les choses. Je pense que c'est aux combattants de faire bouger les choses, mais il y a un autre truc, et je reviendrai vraiment là-dessus, c'est que, à mon sens, que ce soit en France ou ailleurs, on devrait instaurer un minimum genre de 2K pour un fight pro. Parce que il y a tous ces frais qui rentrent en jeu. On n'est pas tous entourés des bonnes personnes ou par les meilleures personnes qui vont te permettre de développer ou quoi. Et ça, c'est le minimum à faire, tu vois. Que ce soit les gros poissons ou les moyens, moi, si demain je me développe et que j'explose ou que je deviens un gros combattant, j'aimerais, tu vois, après avoir vu comment ça se passait au début, j'aimerais qu'il y ait un minimum instauré pour les plus petits combattants, qu'ils puissent manger, tu vois. C'est ça, qu'ils puissent survivre. Un minimum qui leur garantisse, voilà, qui leur C'est garantisse de rentrer dans leurs frais Exact. et avoir Mais un petit supplément ensuite qui leur permet de continuer dans le sport Exact. et les développer. Tu as totalement raison. Et tout à l'heure, je parlais un peu de chaque acteur aussi doit jouer avec les règles du jeu et pour s'en sortir. Et il y a aussi un autre acteur dont j'ai pas parlé, c'est aussi le côté médiatique, les médias. Ouais. Les médias aussi sont un vecteur très important de développement d'un sport et notamment qui vont mettre en avant des sujets, que ce soit polémique ou non, que ce soit des sujets à buzz ou non, mais qui vont mettre en avant les bons sujets au bon moment pour que ça soit média aussi, que ça soit média mainstream ou non, hein. Donc Ouais. là, on peut parler d'RMC, on peut parler plutôt d'autres types de médias. Un des plus grands médias aussi, c'est la Sueur, il faut le dire. Donc Ouais. et il y en a plein d'autres, je vais pas tous les citer, voilà, je cite les plus gros. C'est aussi à nous, médias, de mettre en avant le sport et de faire les choses bien Ouais. pour permettre à l'écosystème de grossir, de se goinfrer, de rentrer d'argent. Voilà, il faut le Ouais. dire aussi. C'est ça, c'est aux médias de le faire. Après, moi, de mon point de vue, les médias le font bien. Je veux pas te mentir, je pense que si on fait un comparatif avec quelques années, ben, tu vois que RMC, ils ont mis la gomme sur le MMA. C'est fort. Ça clairement. sort des documentaires, gros, t'as l'impression que t'es au cinéma, c'est incroyable. Clairement. Twitch, on pense à Sacha, au frérot. Ce qu'il propose, c'est intéressant. La Sueur, pareil, il propose de belles choses. Pugilat, on en a parlé. Pugilat, il propose de Dans belles son choses. style à lui, Pugilat, on pense que c'est piquant, mais moi, j'aime bien. c'est divertissant. Il amène les choses comme il faut. Parce je pense que le fait qu'il soit maintenant combattant, même si c'est en amateur, il comprend certaines choses, il comprend un peu plus le monde du MMA. Et moi, ça, j'apprécie ça. Un mec déjà comme lui qui parle du MMA et qui, du coup, fait du MMA, c'est cool. Après, il y a qui d'autre? Il y a les documentaires, il y a les de documentaires. Sigma ici C'est ça. qui sautent. Les documentaires il de faut dire Sigma. les choses. Les gars, c'est du cinéma, les gars. Tu te mets devant ta télé, tu manges tes popcorn et tu apprends les sports de combat. Il y a aussi d'autres frérots qui je fasse un big up, les frérots Nocens et frérots de Nocens l'Apogée aussi, qui m'ont ouais.
qui m'ont fait des ITV et tout ça. Et c'est vrai que tout cet écosystème, là, ça se développe bien, moi, je trouve. Mais c'est vrai que tout cet écosystème va permettre déjà au MMA de se développer encore plus, peut-être aux combattants de manger plus dans le gâteau du MMA. Et je pense qu'il y a un autre truc, c'est que je le redirai jamais assez, c'est à nous, combattants, coachs, tous les acteurs principaux, la base qui fait de ce business, de nous bouger pour prendre plus dans ce business. Exactement. Parce que si on est inactif et qu'on laisse les choses se faire, on va rien manger. On va se manger des coups dans la cage, mais pour rien. C'est ça. Et moi, je finirai peut-être ce podcast sur vraiment une note qui est pour moi très importante. C'est, on va dire, l'humanisation. C'est un terme que je viens d'inventer. Je ne sais pas si ça existe sûrement. Ça existe. Des combattants. Qu'est-ce qui fait qu'un combattant comme Pugila, je crois qu'il a un palmarès de 1-1, on va dire comme ça, aujourd'hui, faites la moyenne. Hein. Quand tu fais un partenariat en marketing, tu fais la moyenne des 10 dernières vidéos. Allez sur son YouTube, peut-être j'afficherai l'image. Regardez le flux qui rapporte. Ça, c'est énormément d'argent, c'est une communauté, c'est, on va dire, un risque pris à chaque fois que tu te mets dans la cage. Exactement. C'est un risque pris. Du coup, c'est un risque que tu dois compenser, comparé à un autre combattant. Pour moi, les combattants aujourd'hui, en plus de se mettre en l'œuvre, de faire des vidéos Insta où tu frappes au sac, où tu fais des documentaires, où tu t'entraînes, il faut donner votre opinion. Qu'il soit piquant ou pas, que vous créez un podcast, que vous veniez sur ce podcast, on vous invite, et que vous donniez votre opinion piquante en arrêtant d'avoir peur d'énerver tel ou un tel. C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, votre marque, elle va exploser. C'est arrêter d'être plat et accepter d'être polarisant, de donner un avis. Et ça s'appelle exister. C'est vraiment le conseil que je donne aux combattants, parce qu'aujourd'hui, il y a des combattants, tu les connais pourquoi ? Parce qu'ils existent dans l'écosystème, ils donnent leur opinion, ils ont énervé un tel, ils ont rendu content un tel. En donnant leur... C'est ce qu'il a fait Doumbé. C'est ce qu'il a fait Doumbé, c'est ce qu'il fait Pugila, c'est ce que font plein de combattants. Aux États-Unis, c'est commun. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aux États-Unis, Sean Strickland, avant qu'il soit champion du monde, il existait. Sean O'Malley, Conor McGregor, Colby Covington, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ils existent de par leur opinion. Il va falloir que vous existiez en plus de vos talents dans la cage, de par votre opinion sportive, potentiellement politique, même s'il y en a qui n'aiment pas mélanger, mais existez, les gars. Et c'est en existant que vous allez pouvoir créer, pour moi, selon moi, le levier le plus rapide. C'est pas le seul levier, mais du levier rapidement. Existez, créez un podcast, venez sur le podcast, dites ce que vous avez à dire, allez sur les médias. Je sais que les gens, ils n'aiment pas montrer leur tête. Ils ont peur de se dire, et si je contre-performe, on s'en fout. Regardez, je sais pas, moi, Pugila ou une autre personne. Ouais, j'ai contre-performé il y a 2 semaines, les gars. Voilà, mais on est là à parler, on est là à exister, on est là à construire un personal branding stratégiquement. C'est ce qu'il faut faire, les gars. Moi, c'est le conseil que je donne aux combattants. Arrêtez, je dis, c'est paradoxal, hein, parce que je sais qu'aucun combattant n'a peur. Je veux dire, arrêtez, entre guillemets, d'avoir peur pour votre personal branding en pensant que des gens vont pas vous signer parce que vous avez ouvert la bouche là ou là ou là. Non, c'est faux. Les gens, ils aiment le flux, et le flux, on va dire, ne reconnaît pas la manière dont il a été créé. Donc, donnez votre opinion. Ouais. Voilà, sur ces belles paroles, je pense qu'on peut vous dire le mot de la fin, les gars. Donnez vos opinions tout en commentaire. ce que vous en pensez, ouais, exactement, les gars. Donnez vos opinions en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est de la faute des combattants ? Est-ce que pour vous, c'est de la faute d'autres acteurs, comme les promoteurs ? Ou est-ce que c'est pas la faute d'un acteur en particulier ? C'est juste le MMA qui doit il a encore des années devant lui pour se développer et arriver au stade où on peut rémunérer les combattants, tout en les respectant et leur donner ce qu'ils méritent. Donc n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, on lit tout comme d'habitude, les gars. Voilà, donc on est ouvert au débat, nous ici. On est ouvert au débat, les gars. On veut savoir, toi combattant qui regarde ce podcast, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel sujet ? Qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose ? On veut pas juste te voir combattre, mettre KO des gens ou te faire mettre KO ou te faire mettre soumettre. On va savoir ce qu'il y a dans ta tête, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça et pourquoi tu le fais. Et du coup, il faut venir sur The Goat, mon gars. Viens sur The Goat, viens dire, viens parler. Sur ce, les gars, je pense qu'on peut dire le mot de la fin. Peace. Peace, les gars. Way to go.